Je vous propose dans cette nouvelle formation l'article 222-7 du Code pénal. Un article que tout agent, tout acteur de la sécurité privée doit connaître, surtout lors de vos interventions musclées sur site. Il est évidemment méconnu des agents de sécurité, c'est pour ça que j'ai décidé d'en faire une formation. Pour mieux vous l'expliquer, j'ai mis la main sur une vidéo, une situation qui a dégénéré sur site, mais qui était très pourvue, qui est pourvue d'enseignement, et nous allons apprendre beaucoup de choses à travers cette vidéo. Mais comme vous le savez, toutes les vidéos, je n'émets aucune critique vis-à-vis des agents. J'utilise ces vidéos à titre de rétexte, de retour d'expérience, parce que tous ces enseignements vont profiter à l'ensemble des acteurs de la sécurité privée. Et alors, pourquoi s'en priver? Mais avant de commencer, si vous découvrez cette chaîne, je vous invite à vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos de formation. Likez-la, partagez-la et surtout restez jusqu'au bout, suivez la formation jusqu'à la fin pour profiter pleinement de toutes les informations utiles qui seront données, qui seront partagées avec vous. Après cette formation, je souhaiterais que chaque agent qui l'aurait suivi puisse connaître l'article 222-7 pour effectivement ne plus se retrouver en difficulté. Parce qu'on l'a vu, je vous rappelle, les priorités de l'agent privé de sécurité, c'est rentrer vivant à la maison, ne pas aller en prison et garder son travail. Donc, ne pas aller en prison. Et pour ne pas aller en prison, bien évidemment, cet article-là, il faut le connaître et ça peut vous éviter certains ennuis. Et nous parlerons également des gestes de secours. Le thème que nous allons aborder dans cette formation, donc comment intervenir efficacement à plusieurs en application de l'article 222-7 du Code pénal. Je vous parle de l'article 222-7 du Code pénal. Nous allons voir exactement en quoi consiste cet article. Je vous expliquerai tout concernant cet article 222-7 du Code pénal.
Le programme. Des agents interviennent pour appréhender un jeune homme en l'étranglant. Le garde se retrouve en détresse respiratoire. Vont-ils effectuer les bons gestes de secours pour garder la victime en vie jusqu'à l'arrivée des secours spécialisés et préserver l'intégrité physique de ce dernier? Donc, effectivement, quand vous intervenez, il faut garder la victime en vie si la situation se dégrade. Comme ça sera le cas dans cette vidéo, la situation s'est dégradée, donc la vie de la victime était menacée. Maintenant, en tant qu'agent de sécurité, et vous êtes aussi des secouristes, sauveteurs, secouristes du travail, il faut faire le bon geste de secours en identifiant en premier la détresse et faire le bon geste de secours pour pouvoir préserver l'intégrité physique de la victime. L'objectif de la formation, c'est de préparer votre équipe à agir convenablement dans le cadre légal lors d'une appréhension comme ce fut le cas dans la vidéo, et surtout de faire les bons gestes si la vie de la victime se dégrade. Dans cette vidéo, on voit bien que la victime s'est retrouvée en détresse respiratoire et ils ont eu du mal à faire le bon geste de secours, en tout cas à mettre la victime dans la position d'attente convenable face à une détresse respiratoire. Et comme vous le savez aussi, je mets toujours l'accent sur les articles de loi. Les agents me parlent toujours de la pratique, du terrain. Et moi, je rajoute les articles de loi. Je dis toujours que la théorie et la pratique sont deux sœurs siamoises, qu'on ne peut pas les séparer. Arrêtons de les séparer. Si la théorie, la pratique ne fonctionne pas, si sur le terrain on a des difficultés, il faut revenir à la théorie. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que tout a été basé sur la théorie. C'est la théorie qui induit la pratique. Donc, il faut revenir à la théorie. Ce sont deux sœurs siamoises. Je ne cesserai jamais de vous rabâcher les articles de loi. Cette vidéo regroupe à elle seule plusieurs articles de loi. Comme vous le savez, la plupart des atteintes à la propriété constatées par les acteurs de la sécurité privée, les agents de surveillance, constituent des délits au terme du pénal. Donc, s'il y a délit, ça veut dire qu'il y a eu infraction, infraction et qu'il y a eu flagrance, article 53. On va parler du 122.6. Je ne sais pas ce qui s'est passé exactement dans cette vidéo, mais peut-être que là, on voit peut-être que c'est une bande, l'alinéa 2 de l'article 122-6, une bande de personnes qui volent ou qui pillent avec violence ou qui dégradent avec violence. Donc, l'alinéa 2 du 122-6 peut être évoqué. Après, il y a le 631-10, l'interdiction de toute violence. Donc, les agents, donc, ils interviennent, doivent faire en sorte que leur intervention se limite au but recherché. Ils peuvent utiliser la force. Okay? Le droit d'appréhension autorise la coercition.
c'est-à-dire l'usage de la force, mais la coercition doit être limitée au but recherché. Après, leur intervention doit être nécessaire. Comme dans la vidéo, on voit l'agent qui étrangle le gars qui maintient son cou avec son bras. Donc, est-ce que c'était nécessaire? On va parler de la stricte nécessité. Et après, on va parler de notre fameux article, le 222-7 du Code pénal, c'est-à-dire les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, qui sont punies de 15 ans de réclusion criminelle. Commençons par l'article 73 du Code de procédure pénale, le droit d'appréhension. Donc là, on voit ici les agents qui cherchent, qui essayent d'appréhender deux hommes. Donc à l'écran, là, à l'image, on voit bien le jeune homme que les agents essayent de maîtriser. Certainement qu'ils ont commis un délit et qui nécessite cette intervention. Donc pour rappel, pour appréhender une personne, elle doit commettre un délit qui emporte une sanction pénale. Et on ne peut pas évoquer l'article 73 du Code de procédure pénale sans évoquer le flagrant délit, la flagrance, l'article 53 du Code de procédure pénale. Les agents, certainement, n'interviendront pas s'il n'y a pas eu une action qui nécessite cette intervention, s'il n'y a pas eu de flagrance. Certainement qu'il y a eu flagrance qui a nécessité leur intervention. Même s'il y a flagrance, et que cette flagrance nécessite l'appréhension. Même si le droit d'appréhension autorise la coercition, c'est-à-dire l'usage de la force doit être nécessaire au but recherché. Et le but recherché ici, c'est de maîtriser la personne jusqu'à l'arrivée des forces de police ou de gendarmerie, qui seront bien évidemment alertées sans délai. Qu'est-ce qu'elle a fait? T'as fait quoi? T'as fait quoi? Il a fait quoi? Si vous appréhendez une personne que la personne veut fuir, vous pouvez l'entraver pour l'empêcher de fuir. Mais il ne faut pas nuire à son intégrité physique. L'étrangler de cette manière, c'est de porter atteinte à son intégrité physique. Et ça, c'est à proscrire. Il faut l'éviter. Et l'agent a totalement tort d'étrangler la victime de cette manière. Et on l'a déjà vu dans l'article 803 du Code de procédure pénale, l'entrave. Aussi, l'article 803 du Code de procédure pénale stipule dans son paragraphe numéro 2 que dans ces deux hypothèses, c'est-à-dire quand vous appréhendez une personne et que vous l'entravez, toutes mesures utiles doivent être prises dans les conditions compatibles avec les exigences de sécurité pour éviter qu'une personne menottée ou entravée soit photographiée ou fasse l'objet d'un enregistrement audiovisuel. Donc vous devez prendre toutes les mesures possibles pour que la personne ne soit pas photographiée ni filmée. Ce qui est techniquement très très compliqué de nos jours, puisque bien évidemment les gens dégainent leur téléphone portable et commencent à filmer tout azimut. Donc ça devient très compliqué, mais sachez que l'article 803 du Code de procédure pénale stipule que vous devez prendre toutes les mesures possibles pour éviter que la personne fasse l'objet d'un enregistrement vidéo ou audiovisuel, ou que comprenne la personne en image. Voyons maintenant ce que dit concrètement l'article 222-7 du Code pénal. Les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Si vous êtes plusieurs personnes, plusieurs agents, dans notre vidéo ici, il y a plusieurs agents, ils étaient 3, donc 3 agents. 3 agents qui essayent d'appréhender une personne. Ce monsieur. Vos 3 forces réunies doivent être légèrement supérieures pour vaincre l'opposition. C'est-à-dire que tous les 3 ne venez pas de toutes vos forces. Si vous venez de toutes vos forces, tous les 3, ça va faire 3 forces qui seront largement supérieures, donc différentes de la seule force de la personne. Ce qui veut dire que chacun d'entre vous doit venir avec une demi-force. Une demi-force plus une demi-force plus une demi-force, ça fait une force et demie. Et c'est la demi-force qui va faire la différence. Parce que si vous venez tous les 3 avec de toutes vos forces, c'est sûr que vous allez surpasser la seule force de la personne. Et là, la loi nous dit que vous n'êtes pas censé ignorer que vos 3 forces réunies seraient largement supérieures à la seule force de la personne et donc susceptibles de causer des lésions à la victime. Vous voyez, et c'est en ce moment qu'on va dire qu'on va vous qualifier d'association de malfaiteurs. C'est pour ça que vous devez faire attention. Et c'est là où je reviens sur la nécessité de s'entraîner. L'entraînement.
c'est des choses que vous devez discuter entre vous sur le terrain, sur site. C'est des choses que vous devez aborder, des sujets que vous devez aborder régulièrement, ce qui fait que dans l'esprit de chacun, on sait que lors d'une intervention, on doit fonctionner de telle manière, telle manière. Entraînez-vous à cela et ça facilite les choses. Et je vous le dis, quand vous vous entraînez, la chose devient beaucoup plus simple. Vous vous entraînez, vous connaissez les articles de loi, vous les maîtrisez. Alors, ça devient beaucoup plus simple. Vous ne pouvez pas vous entraîner, vous ne pouvez pas vous retrouver dans un dojo. Je suis totalement d'accord. Je le sais. Je sais que vous ne pouvez pas vous retrouver dans un dojo. C'est pour ça que je vous dis, allez entraînez-vous sur papier. Et c'est pour ça que j'ai imaginé cette technique d'entraînement qui va permettre à toute équipe de sécurité de pouvoir s'entraîner, quelle qu'elle soit. Vous pouvez vous entraîner sur papier. Je l'appelle s'entraîner sur papier. Même si c'est des vidéos que nous regardons, je l'appelle s'entraîner sur papier. Ça s'inspire de l'entraîneur qui est assis au bord du terrain, qui va prendre des notes et qui, après, va, à partir de ces notes, va travailler avec ses joueurs et les entraîner. C'est la même chose. Donc, chef d'équipe, chef de poste, chef de service de sécurité, vous pouvez vous baser sur cette technique pour former vos agents au quotidien et vous allez voir que ça va changer beaucoup de choses dans le monde de la sécurité privée. Maintenant, que va-t-il se passer au cas où les agents ne se seraient pas comportés de la bonne manière? Les agents ne seraient pas contents quand on va dire que vous êtes une association de malfaiteurs parce que vous avez porté atteinte à l'intégrité physique de la personne. Les agents vont se dire, si c'est le cas, moi, la prochaine fois, je n'interviendrai pas. Si on doit faire son travail et se retrouver en prison, ça ne sert à rien. Mais le problème, c'est que ce n'est pas parce que vous intervenez que cela justifie tout. L'intervention ne justifie pas tout. Vous devez intervenir de la bonne manière. C'est comme un médecin qui va opérer l'appendice et va oublier le bistouri dans le ventre du patient. Mais dans ce cas, il sera poursuivi. Donc, c'est normal que l'agent de sécurité soit poursuivi s'il intervient et qu'il intervient mal. Mais les agents, généralement, c'est ce que les agents disent, mais on a fait notre travail. On a fait notre travail. Si on doit faire son travail et se retrouver en prison, moi, la prochaine fois, je ne ferai rien. Je ne pense pas que c'est la meilleure façon de raisonner. Ce n'est pas parce que vous intervenez que vous avez fait votre travail. Si vous intervenez, intervenez de la meilleure façon, de la bonne manière. Donc, pour bien intervenir, pour bien faire son travail, il faut maîtriser le cadre légal. Il faut connaître les articles de loi. Il faut savoir ce qu'on peut faire, ce qu'on ne doit pas faire. Et tout ça, et comme je le dis, vient le plus souvent de l'entraînement, de la répétition, du fait que vous en parliez entre vous et que c'est un sujet de discussion régulier, quotidien dans votre équipe de sécurité. Tout fait, tu vas le tout faire. Oh. Oh. On voit le garde qui frappe le sol de ses pieds. Un tel geste est un signe de détresse dont il faut tenir compte, mais les agents n'ont pas été capables de le voir. C'est très important. Il faut être attentif à son environnement, à ce qu'on est en train de faire. Et aussi, on voit l'agent qui montre ses mains. Est-ce qu'il était en train de demander aux gens d'arrêter de filmer, puisqu'on l'a vu dans l'article 803 du Code de procédure pénale, bien évidemment qu'il faut préserver l'intégrité de la personne, donc faire en sorte aussi que la personne ne fasse pas l'objet d'enregistrement vidéo ou de prise de vue. Respirez un peu, les gars. Laissez-le respirer un peu. Laissez-le respirer un peu. Respire, tourne-toi. Il est asthmatique, il va mourir. Oh, c'est rien. Le gars, il faut appeler la police. Je lui demandais quoi. Ils vont l'étouffer, il va l'étouffer. C'est pas bien de faire comme ça. En ce moment, c'est la confusion totale. L'individu est en détresse, mais les agents ne savaient pas quoi faire. Il y avait des gens, des curieux qui venaient, qui le touchaient. On l'a assis, on l'a mis debout.
on l'a recouché. C'était une pâte à modeler. Il y avait même des curieux, des badauds qui le touchaient. Mais en ce moment, la responsabilité pénale des agents est engagée. Ils doivent tout faire pour préserver son intégrité, pour faire le bon geste de secours. On est face à une détresse respiratoire. Détresse respiratoire, position semi-assise. Tout de suite, il faut mettre la personne en position semi-assise. On voit bien qu'il y a un agent qui a essayé, qui l'a mis en position semi-assise, mais quelqu'un d'autre l'a couché. Après, on l'a levé. Vous voyez? Et donc, ça veut dire que ça manque de constance, de maîtrise, de connaissance. Les agents ne savaient pas exactement quoi faire. Il y avait tout. Il y avait des agents de sécurité incendie, il y avait des agents de sûreté. D'accord? Il y avait tout. Et pas de périmètre de sécurité. Et on ne pouvait pas se permettre. Les gens vont dire, mais les agents et les agents de sécurité vont continuer à dire que notre métier n'est pas respecté, qu'on n'est pas respecté. Vous voyez, quelque part, nous sommes responsables du fait que nous ne soyons pas respectés parce que nous ne donnons pas toujours l'image, la bonne image. C'est pour ça qu'on doit changer, on doit se former, on doit maîtriser les articles de loi, comme je n'ai jamais cessé de le répéter. On doit connaître les gestes de secours, les détresses vitales et le geste de secours correspondant. Donc ici, il faut mettre la victime en position semi-assise parce que la victime avait une détresse respiratoire et les agents ont eu du mal à gérer cette situation. Un petit rappel SST. Comme vous le savez, le rôle du secouriste du travail, c'est de maintenir la victime en vie jusqu'à l'arrivée des secouristes spécialisés, c'est-à-dire SAMU, pompiers. Donc, notre rôle en tant qu'agent, c'est de connaître les détresses vitales, les connaître, savoir à chaque détresse vitale quel est le geste de secours correspondant. Vous devez les maîtriser, vous devez les connaître sur le bout des lèvres. C'est-à-dire que vous êtes face à une détresse. La première chose, c'est quoi? Selon le logigramme de l'INRS, l'ordre dans lequel le secouriste va rechercher les signes de détresse dépend du niveau le plus élevé, du plus grave au moins grave, du plus urgent au moins urgent. Une fois qu'on détermine la détresse, on fait le geste de secours. Maintenant, on est face à une victime qui est en détresse respiratoire. On le voit tout de suite, on fait le geste de secours. Donc, reprenez les détresses vitales et l'ordre que je vous ai établi ici et voyez à chaque détresse, à partir du saignement, étouffement, quel est le geste de secours approprié. Pour la plupart, vous trouverez sur Retex, sur mon site, des articles qui sont aussi des formations qui vous expliquent tout ça. Ça vous permet de maîtriser, de connaître. Et aussi sur Retex, vous allez voir, il y a un événement qui stipule qu'il faut faire les gestes de secours, qu'il faut connaître les détresses vitales. Et donc, allez sur Retex, tout est là. Vous avez tout, tout est gratuit. Profitez-en. Profitez-en pour monter en compétence. Donc, SST, vous êtes des SST, soyez en mesure de faire les bons gestes de secours. Donc, investissez en vous dans votre montée en compétence. L'auto-formation. L'auto-formation, c'est prendre l'initiative, c'est une volonté personnelle de prendre l'initiative par vous-même, d'apprendre à connaître tout ça. Si vous investissez en vous, je vous assure qu'en une semaine, 2 semaines, 3 semaines, vous les saurez pour une bonne fois pour toutes. Et je pense que ça vaut le coup d'investir dans cela. C'est utile. Pour revenir à l'article 222-7 du Code pénal, les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner sont punies de 15 ans de réclusion criminelle. Mais en cas de circonstances aggravantes, la peine sera portée à 20 ans de réclusion criminelle. Qu'est-ce qui peut être une circonstance aggravante? Le fait ici de ne pas savoir faire le geste de secours, de ne pas avoir su faire ce geste pour maintenir la victime en vie. Si par exemple ce mec décède, cela peut être considéré comme une circonstance aggravante. Le manque de connaissance du geste de secours, le fait de n'avoir pas porté secours à la personne en détresse. Donc c'est aussi une non-assistance à personne en danger. Vous voyez, c'est pour ça qu'il faut connaître les articles de loi. Déjà, le fait d'avoir étranglé le mec va faire encourir 15 ans de réclusion criminelle aux agents. 15 ans de réclusion criminelle. Et maintenant, la circonstance aggravante.
les agents n'ont pas su faire le geste de secours pour maintenir la victime en vie. Parce qu'ils auraient fait le bon geste de secours, peut-être que la victime vivrait encore. Mais parce qu'ils n'ont pas fait le bon geste de secours, la victime est décédée, ben, ça peut être considéré comme une circonstance aggravante. Donc vous voyez comment les choses peuvent aller de mal en pis. C'est pour ça qu'effectivement, il est utile de connaître tous ces articles de loi. C'est important, mes chers camarades agents de sécurité. Alors, utilisez toutes ces ressources. Voyez-vous qu'il est important de connaître les articles de loi, d'arrêter de dire que tout ceci c'est la théorie, que le terrain est différent. Le terrain doit toujours avoir recours à la théorie. Donc faisons de la théorie un socle pour faire avancer les choses. C'est une bonne chose que vous ayez suivi cette formation jusqu'au bout. Profitez de toutes ces ressources avec vos collègues, ne les gardez pas pour vous. Donc partagez tout ça avec vos collègues et travaillez ensemble sur le site avec beaucoup de bonne volonté pour changer la donne. J'espère que vous avez appris de nouvelles choses. Mettez ces informations en pratique. Partagez la vidéo avec vos collègues et je vous dis à très bientôt à la prochaine formation.